Chapitre 5. L'art de rêver. Quoi que vous fassiez, vous rencontrerez toujours une personne qui trouvera quelque chose à redire sur ce que vous entreprenez. Alors que faites-vous? Vous arrêtez de vivre ou vous décidez d'oser vibrer votre vie? Bien sûr, chacun y mettra derrière la définition qui lui convient, et ce n'est certainement pas le plus important. Selon moi, le plus important, c'est ce que cela vous inspire. Oser vibrer sa vie, pour certains, ce sera drôle, pour d'autres, ce sera un concept peut-être même ridicule, mais pour ceux qui restent, ceux qui sont en conscience des choses, ceux qui ont conscience que la vie, c'est pas seulement métro, boulot, dodo, ceux qui ressentent au fond d'eux, derrière cette face apparente, il y a quelque chose à découvrir, quelque chose de magique, eh bien, vous avez raison. Je me suis surpris un jour à cette prise de conscience, en expliquant mon travail à mon demi-frère de 11 ans. C'est quoi en fait ton travail, Mathieu? Bien, tu vois, en fait, mon grand, mon travail, c'est très facile. Imagine que le monde où l'on vit est une immense fourmilière. Et comme les fourmilières, nous avons une reine. Une reine qui répartit les tâches et le travail pour chacun. Ce qui arrive, c'est que des fourmis se réveillent un jour et ont le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la leur, de s'être oubliées, de ne pas être à leur place, de ne pas vraiment être aux commandes de leur propre vie. Et de ce fait, de ne plus savoir vraiment qui elles sont ou quel est leur rôle dans la fourmilière, ainsi que leur but dans la vie. Et du coup, ces fourmis viennent me voir à mon cabinet. Donc ça, c'était quand même à l'époque où je coachais encore à la chaîne, on va dire. Viennent me voir à mon cabinet pour travailler sur tout ça et bien d'autres choses encore, mais surtout pour enfin oser vibrer leur vie. Ah, mais en fait, c'est génial ce que tu fais, Mathieu. Axel, 11 ans à l'époque. Il y a un autre monde qui existe. Un monde qui est invisible à nos yeux, où rien n'est concret, mesurable, palpable. C'est notre monde intérieur. Trop occupés et même focalisés sur l'extérieur, nous nous égarons, tous. Nous vivons dans un corps que nous traitons mal et auquel nous faisons tout simplement pas attention. C'est ainsi que j'entends des choses telles que je n'arrive pas à visualiser, à rêver, à imaginer. Focalisé sur le bien matériel, l'homme s'éloigne de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le trésor et la richesse que vous avez à l'intérieur. D'après moi, si vous vous demandez comment changer ça, je dirais que le premier pas à faire, c'est de vous écouter. Par exemple, en fermant les yeux, au calme, et en écoutant cette voix intérieure qui a tant de choses à vous apprendre. En trouvant le bonheur intérieur, vous le créez à l'extérieur. Alors franchissez le cap d'oser vous faire accompagner, d'oser être vous-même, d'oser poser des questions et d'aller vers ce qui vous ressemble sans vous soucier de répondre aux attentes des autres, car c'est de votre vie qu'il s'agit et par conséquent, osez vibrer et rêver votre vie. Car c'est important de rêver, c'est même vital. Rêver et imaginer nous ouvre les portes d'un monde sans limite où tout est possible. Mais vous savez, il y a pourtant un grand nombre de personnes qui ne savent pas rêver. C'est triste. Et personne qui... Et pourtant, c'est d'une grande utilité, c'est une énergie. Quelqu'un qui se donne la permission de rêver se donne une grande ouverture sur le champ des possibles. Félix Baumgartner a dit: vous n'avez de limite que celle que vous vous imposez. Et pour être honnête avec vous, je trouve plutôt rien à redire là-dessus. Je vous avais prévenu qu'une dimension spirituelle ferait partie intégrante de l'histoire, et je vous invite d'ailleurs dès maintenant à garder dans un coin de votre tête la simple question: pourquoi? Rêver, c'est utiliser une intention sans objet, car tout ce que perçoit votre esprit est énergie. Écoutez votre corps, soyez attentif à ce que vous ressentez à ce moment-là. Si vous rêvez tout le temps, vous êtes plein d'énergie. Mais qu'en est-il de ceux qui ne parviennent pas à rêver, à imaginer? Comment même est-ce possible? Eh bien, c'est facile, en ramenant tout ceci à une base de PNL, la programmation. Souvenez-vous, la programmation de votre cerveau englobe les cadeaux de la génétique, nos apprentissages et notre éducation. Comme évoque auparavant notre éducation, c'est un programme dans notre cerveau acquis par la répétition. Fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça.
Ce programme va grandement contribuer à nous définir, à vous définir en tant qu'individu, ainsi qu'à orienter votre mode de pensée. Par exemple, un enfant qui aura une éducation rigoureuse barrée sur le principe que pour réussir dans la vie, il faut faire de longues études, exercer un métier bien payé, avoir une belle maison, une grosse voiture, une conjointe magnifique ou un conjoint, un mariage version jet set, des beaux enfants, un labrador, partir 2 fois par an aux Caraïbes pendant que la famille veille au grain afin que personne ni rien ne sorte du chemin tracé, eh bien, il y a de très fortes probabilités qu'en grandissant, cet enfant oublie la part de rêve qui est en lui. Bon, j'exagère un petit peu, quoique ça arrive bien plus souvent que vous le pensez. C'est encore en partie un phénomène social de ne pas rêver. Nous vivons dans une société où l'on apprend que pour réussir, il faut tout ça. Notre esprit est donc focalisé sur cette quête de bien matériel, à un point tel que le bonheur matériel devient le rêve. Et pour le coup, c'est une quête sans fin avec la frustration qui va avec, créant ainsi notre société actuelle de surconsommation. Si ces quelques mots vous ennuient, pouvez-vous m'affirmer que vous ne vivez pas à outrance avec un confort matériel qui va bien au-delà du strict nécessaire? Ces personnes-là ne visualisent plus, ne rêvent plus, car cette vision du rêve incarne une peur et une insécurité. Et oui, la bonne vieille peur de l'inconnu. Leur vision du rêve est devenue matérielle. Le rêve en tant que tel a donc disparu. Un travail tout à fait sympathique est alors à entamer car il existe bon nombre de façons de remédier à ceci, comme travailler en état modifié de conscience, faire appel à nos 5 sens et bien d'autres encore. Rêver, c'est prendre la route du bonheur et le bonheur, c'est un état d'être. On doit le cultiver. Il ne repose sur personne et ne dépend que de vous. Comme le disait Walt Disney, si tu peux l'imaginer alors, c'est vrai. Sur une note plus personnelle, je vous dirais que parfois, ou plutôt souvent, je rêve. Longtemps, j'ai cherché à me corriger parce que ce n'était pas jugé très sérieux. Enfant, j'étais tiraillé entre mon côté petit garçon modèle qui ne bouge pas une oreille et ma personnalité d'enfant rêveur dans sa bulle. Celui qui se créait des univers, celui qui se rejouait ses histoires préférées parce qu'il y avait ce truc injuste ou cette souffrance qu'il trouvait inutile. Mes rêves sont donc très fleurs bleues, même encore aujourd'hui. Et longtemps, j'ai cru que mes rêves, je devais les piétiner. Les adultes ne rêvaient pas, ils étaient sérieux. Ceux qui rêvaient, c'était encore des artistes ou alors ils se brûlaient les ailes. Je me souviens d'avoir écrit quand j'étais ado une multitude de poèmes du genre il a pris tous ses rêves, il les a rangés dans une boîte, etc. Parce que la vie est trop dure. C'était, je crois, à l'époque où j'écrivais le plus librement. C'était mon espace à moi, sans contrainte, sans restriction. Mais c'est ce court paragraphe qui s'est imprimé le plus fort en moi, au point qu'il est toujours présent aujourd'hui. Cette idée me rendait triste pour le gamin de 17-18 ans que j'étais et qui a grandi en croyant ça. J'ai bien essayé d'être sérieux, je vous assure, de ranger mes rêves dans une boîte, mais ça ne me réussissait franchement pas. J'ai longtemps dépéri quand j'y pense. Je crois que je me suis imposé beaucoup de choses terribles. Tout ça parce que je croyais que les adultes devaient être sérieux, serrer les dents et renoncer à leurs rêves. Que ça me serve de leçon d'ailleurs. Parce qu'en émergeant d'un cauchemar, je me suis remis timidement à rêver, rêver d'une vie plus fun. Une petite voix acide sifflait régulièrement dans ma tête. Quand la réalité va te rattraper, tu vas morfler mon pote. La petite voix avait tort. Ma réalité a rattrapé mes rêves pour ne faire plus qu'un aujourd'hui. En fait, mes rêves sont mes meilleures armes pour sortir du cauchemar. Ça ne suffit plus de rêver à petite échelle. Moi, je voulais rêver grand. Et vous savez quoi? C'est arrivé. Ces rêves-là aussi m'ont rattrapé pour devenir bien plus grand que moi. Parce qu'aujourd'hui, je veux vivre une vie extraordinaire, puisque je l'ai choisi. Quand j'étais petit, je rêvais suffisamment d'amour pour guérir le monde. Aujourd'hui, je rêve de faire prendre conscience au commun des mortels qu'en s'aimant eux-mêmes, ils aimeront les autres. Ils se reconnaîtront à leurs rêves les plus profonds pour s'accorder une vie hors du commun. Oui, ne reculez pas.
Vous y êtes presque. Et comme moi, vous avez ce pouvoir en vous. Et bien sûr, vous savez déjà comment mettre vos rêves en action par le choix, car personne ne le fera à votre place. Étant donné que nous avons déjà abordé la question des peurs, il me semble que l'étau se resserre devant l'inaction, n'est-ce pas? Mais un élément non négligeable mérite lui aussi une attention toute particulière. C'est la procrastination. Non, il ne s'agit pas là d'une insulte, sauf si vous y tenez, mais d'un mot bien français qui, pour ceux qui l'ignorent, a probablement été inventé par ceux qui ne mettent pas leur rêve en action justement pour justifier cette inaction. La définition selon le dictionnaire est la suivante. Procrastination, tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose. Nous voilà bien avancés, n'est-ce pas? Et c'est totalement humain, maintenant que nous avons la définition, procrastiner légitime totalement l'inaction. Bravo. Non, pensez-vous réellement que si la tâche à accomplir en valait vraiment la peine, nous parlerions de procrastiner? Jamais. Prenez par exemple un cliché, je vais me faire des ennemis, je sais. Madame demande à monsieur d'accrocher un cadre dans la maison. Monsieur dit oui. Il n'aura pas dit quand. Et là, elles font du problème. En revanche, mettant en jeu un objectif, une carotte, comme une promesse de récompense, vous pouvez en être sûr que le cadre sera posé dans la minute. Par exemple, si madame propose à monsieur des galipettes, s'il accroche le cadre, je vous garantis que ça ne traînera pas. Alors, qu'est-ce qui a changé sur le fond? La motivation. Et ça soulève bien sûr un nouveau sujet, pour ne pas perdre de temps comme à notre habitude, exercice pratique. Mettez-vous dans la posture où vous remettez à demain, peut-être la dernière fois que ça vous est arrivé. Prenez le temps de revisiter la situation où vous avez procrastiné et demandez-vous si c'était vraiment important pour vous. Alors, il y en a sûrement qui se sont déjà enfuis, mais si ce n'est pas le cas et si ça n'est pas important pour vous, posez-vous cette question. Si ce n'est pas important pour moi, pour quelle bonne raison est-ce que je devrais le faire? Alors, si c'est pour faire plaisir aux autres, attention, c'est une très mauvaise réponse. On parle de vous. Pensez-vous réellement que les autres se soucient de vous comme vous vous souciez d'eux? La première personne qui doit penser à vous, c'est vous. Car personne ne prendra soin de vous à votre place. C'est ici que rentre en compte la responsabilisation. Vous êtes responsable de vous et les autres. Ben, on s'en fout. Et ce point-là amène finalement deux autres. Comment pouvoir s'occuper de l'autre si on ne s'occupe déjà pas bien de soi? Et puis les conventions, hein, vous savez ce que j'en fais. Nous n'avons pas encore inventé le smiley pour représenter la tête qui me fait faire ce mot. Mais encore une fois, nous voilà tellement conditionnés à nous soucier de ce qui est conventionnel que nous en oublions de vivre. Oh là là, mais tu t'imagines qu'est-ce qu'on va dire si? Qu'est-ce que vont penser les gens si? Que diront mes parents si? Et si j'échoue? Oui, mais est-ce que je continue? À avouer que vous vous êtes retrouvé dans l'un de ces clichés. Je dois bien vous avouer que nous n'avons toujours pas inventé le remède miracle pour la bêtise humaine, ni pour la peur du qu'en dira-t-on, mais en revanche, nous vivons une époque formidable où on a des outils pour ça. Et pour continuer sur une belle lancée, je vous invite encore une fois à un petit exercice pratique. Posez-vous la question, que diraient les gens si? Et comment me sentirais-je? Prenez le temps de ressentir chaque option de la réponse à ces questions. Vivez-les à l'intérieur de vous. Et quand vous aurez suffisamment mal au ventre, vous aurez peut-être compris il faut arrêter de vous fier au regard des autres, parce que vous ne serez jamais pleinement vous. Maintenant, posez-vous une dernière question. Que se passerait-il si je mettais mes projets, mon rêve en action? Comment est-ce que je l'imagine? Et surtout, comment est-ce que je me sens avec cette idée? Que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Bravo, vous venez d'écouter votre petite voix intérieure.
celle qui sait que quoi qu'il arrive, ferez toujours la plus juste et même si le chemin est difficile, vous irez vers vers quoi vous avez besoin. Et en mettant ce processus régulièrement en action, vous allez vous orienter peu à peu vers tout ce qui vous fait vibrer. Le passage à l'action. Bon, nous avons vu des choses depuis le début, mais ça n'est pas fini. Et je peux vous avouer que vous êtes des champions quand même. C'est vrai. Vous êtes là après avoir lu ce concentré d'expérience sur 3 ans qui, auprès des gens qui m'entourent, ça représente une vie entière. Mais peut-être que j'ai été un chat avec mes 9 vies, à croire. Quoi qu'il en soit, le décor est planté. Vous pouvez maintenant euh, vous gausser d'avoir des très bonnes bases. Vous êtes donc prêt pour un petit plus d'action. Alors maintenant, vous pouvez plus faire marche arrière et vous pouvez vraiment vous préparer à faire le premier pas. Mais pour ça, je vais vous raconter encore un tout petit bout d'histoire. Fin 2015 et diplôme en poche, confiant, vaillant, sans réfléchir, comme à mon habitude, je me lance. Je deviens entrepreneur. Un titre plutôt clinquant, n'est-ce pas? Mais quel bazar. À cette époque, je vivais encore à Gap, dans les Alpes. Petite région, esprit de village, où tout le monde se connaît. On dirait que les corbeaux volent sur le dos et les éléphants vont y mourir. Ça vous parle? Ben, je vivais là. Et fort d'une notoriété associée à mon ancien travail, tout le monde me connaissait. Le fait qu'en plus je me lance dans le monde de l'entrepreneuriat a attiré plus d'un curieux. Ça y est, j'étais même installé dans un cabinet. La classe, Mathieu, tu peux être fier de toi. Ben non. Vous savez quoi, moi aussi, j'ai écouté ma petite voix intérieure, vous savez, celle qui m'a dit mais cours! Soyez rassurés, j'ai pas couru tout de suite. La peur m'a submergé, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'allais faire d'autre après tout? Et puis des images ont défilé devant mes yeux. J'étais toujours dans le même cabinet et les clients défilaient un par un. Et il y a un seul mot qui me venait quand je voyais ça, finalement, je me suis dit non, jamais. Alors j'ai posé le problème à plat et je l'ai traité point par point. D'ailleurs, je vous apprends que c'est comme ça qu'on traite un problème. Ça sert à rien de le prendre à bras le corps, on les prend un par un. Et c'est pas compliqué. Ma sœur venait d'accoucher de ma filleule. Je touchais encore le chômage en parallèle de mon début de revenu d'entrepreneur. Et je me voyais finir séquestré dans mon propre cabinet, alors j'ai choisi. J'ai pris ma voiture et j'ai opté pour tout recommencer dans une région où je connaissais personne, mais une région un petit peu plus dynamique, avec la seule conviction que je devais le faire pour bouger les choses. Je suis donc passé d'une dizaine de clients par semaine à zéro. J'avais beau recompter 0 plus 0, je crois que vous connaissez le résultat. Et c'est comme ça qu'on finit par reprendre un emploi considéré comme alimentaire. Alors je commençais un petit peu à regretter ma décision, mais qu'à cela ne tienne, tout est expérience. Bilan de la première année, bah on verra l'année prochaine. Toutefois, on n'est jamais perdant. J'ai appris à parfaire mes outils, à les expérimenter en clientèle. Je suis donc allé près d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Une année de plus dans cette ville et vous savez quoi? Là non plus. Rien. C'est du moins ce que n'importe quelle personne pessimiste aurait pu dire. C'est dommage, je suis une personne extrêmement optimiste. Et financièrement parlant, c'est sûr que ça m'a pas beaucoup aidé, car en un an, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de clients. Par contre, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai participé à un événement, et puis encore un autre, à tel point que je passais tous mes week-ends partout, sauf chez moi, principalement dans la région voisine, lieu de tous ces événements. C'était dans le Var. Ce qui est intéressant avec le recul, c'est que cette année de vache maigre m'a poussé dans mes retranchements. Que pourrais-je proposer pour attirer plus de clients? Bien entendu, aujourd'hui, je sais que je ne prenais pas le problème du bon côté, mais j'ai appris. J'ai appris et j'ai découvert mon identité d'entrepreneur. Qui suis-je en tant que professionnel? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Quelle est ma contribution à ce monde? Et en quoi peut-elle faire la différence? C'est en ça que cette deuxième année qui a débuté a été extraordinaire. Ce questionnement est probablement une source de terreur pour beaucoup à titre perso, mais à titre professionnel, trop peu s'en approchent et finissent par laisser tomber. Parce qu'une fois que vous incarnez ce que vous êtes, vous mettez en action de nouvelles
Blablabla. Vous mettez un nouveau fonctionnement en place. Excusez-moi, j'ai fourché. Vous faites des choses que vous n'avez jamais faites auparavant et vous obtenez donc des résultats que vous n'avez jamais obtenus avant. Et cette année-là, un ami avec qui j'avais partagé ma formation de PNL me contacte et en me demandant simplement de rentrer chez moi au plus vite, d'allumer mon ordinateur et de suivre les instructions d'une vidéo sur laquelle j'ai été identifié sur les réseaux. La journée de l'audace. Événement aujourd'hui nationalement connu dans le monde du dev perso et de l'entrepreneuriat. Et la consigne était claire. 3 minutes, c'était le temps imparti pour réaliser une vidéo qui allait probablement changer toute ma vie. Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est qu'une amie avec qui j'échange très souvent me disait: Mathieu, qu'est-ce que je te verrais bien conférencier. Ce à quoi j'ai répondu avec toute la confiance dont je disposais, avec un énorme fou rire. Et là, bien sûr, vient cette vidéo qui offrait une place de conférencier auprès de grands noms dans le domaine. Oui, j'ai eu peur. Comme vous. Mais je l'ai fait. La règle était simple, 3 minutes de vidéo et une semaine pour avoir un maximum d'interactions sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je disposais d'une communauté de 600 personnes, ce qui me paraissait bien à cette période. Mais devant l'ampleur du défi, je commençais à mesurer les lacunes dans le domaine. Alors, 3 jours, c'était tout ce que j'ai tenu en tête des votes, avant d'être rattrapé par les personnes aux communautés à 4 chiffres. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous mettez énormément d'enjeux sur quelque chose et que finalement ça ne se produit pas? Eh bien, c'est la déception. À la fin, j'ai terminé sur la 4e marche du podium. Vous savez, cette marche dont personne ne veut, la pire. L'échec absolu. C'est bien sûr dans ces instants-là que votre ancienne croyance vous rattrape et je suis persuadé que ça vous évoque quelque chose. Alors dans un premier temps, je vous invite à vous dire à vous-même ce que vous auriez fait dans cette situation. Ensuite, bien sûr, à réfléchir sur ce que vous auriez aimé faire dans ce genre de situation. Et de mon côté, je vais être honnête avec vous, avec l'investissement personnel que j'avais mis là-dedans, j'ai vécu un gros moment d'échec. Et je vais vous partager mon analyse de cette expérience. Ce que je vous invite à faire de votre côté, c'est lorsque vous serez amené à faire cela pour vous, c'est d'avoir un regard bienveillant et positif. Vous vous rendrez compte que cela apporte beaucoup plus de réponses et de solutions constructives à n'importe quelle problématique. Je me suis donc engouffré dans la faille de l'échec. Et puis après d'interminables séances d'autoflagellation en quelques heures, oui, je suis quand même assez rapide maintenant, je me suis posé une question. Mathieu, ne sois pas bête. Qu'est-ce que tu as de gagné à participer à ce concours? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Et la réponse, j'en voyais même plus la fin. J'ai gagné en visibilité, j'ai gagné de la communauté. Beaucoup de gens ont entendu mon message, plus de 20 000 vues en une semaine. Et même sur YouTube, j'ai pas encore eu le plaisir d'avoir autant de vues sur une vidéo aujourd'hui. J'ai créé beaucoup de contacts personnels, professionnels, et ça m'a demandé de faire euh, une première conférence en fait dans un cabinet. Donc j'ai eu des opportunités suite à cet échec. Et j'avais beau chercher donc le négatif, j'arrivais plus à le voir. Et l'esprit a cette merveilleuse capacité de switcher sur ce qui lui fait du bien à un point même où je pensais plus échec mais opportunité. Et je venais donc de conscientiser qu'en appuyant sur cet interrupteur-là, l'échec n'existait plus. L'échec n'existe pas d'ailleurs. C'est une notion utopique pour le commun des mortels. Et qu'est-ce que l'échec? Le dictionnaire nous apprend que c'est le fait de ne pas réussir. Mais j'ai beau avoir cherché sur différents supports, je n'ai vu aucun endroit où il était mentionné qu'il s'agissait d'une fin en soi. Donc l'échec, c'est réellement une opportunité. Et ce rapport à l'échec, d'où est-ce qu'il vient d'après vous? Eh bien, justement, c'est de la société. Nous sommes passés par un cursus scolaire qui impose un système d'évaluation les uns par rapport aux autres. Une fabuleuse approche pour un enfant éventuellement en manque de confiance ou d'estime, n'est-ce pas? Et ensuite, la notion d'éducation. Attention, hein, on n'en veut pas à ses parents, mais il y a un schéma d'éducation qui met les gens en compétition. Et évidemment que quand on est en compétition, il y a un gagnant et un perdant
Et le perdant, bah, par définition, il a échoué. Donc un enfant grandit en s'appuyant sur tous ses repères. Euh, donc comme vous l'avez déjà deviné, dans le monde d'aujourd'hui, on conserve tous ces repères. L'éducation devient de plus en plus difficile. Les parents n'ont pour ainsi dire rien inventé. L'éducation est aussi instinctive que le fait de respirer. Donc pour la survie, l'homme transmet à ses descendants les codes de société afin qu'ils fassent sa place. C'est une transmission, un passage de flambeau. Mais je vous le demande, si notre société évolue en permanence et notre façon de transmettre à nos successeurs ne change pas, comment faire progresser l'humanité en ce cas-là? C'est ainsi que pour s'assurer de réussir dans la vie, il y a quelques générations, être travailleur, réussir à l'école, avoir un bon métier, épouser quelqu'un d'aisé, etc., c'était un bon moyen de s'assurer de sa propre survie. Si vous ne réussissiez pas à rentrer dans ces cases-là, vous vous retrouviez en situation d'échec aux yeux de la société. Vous qui lisez ces lignes, vous savez pourtant que maintenant, il y a d'innombrables façons de réussir, et j'en suis la preuve vivante. Chacun d'entre nous dispose d'un talent unique, un talent à mettre au service du monde pour laisser derrière soi une trace, un passage, un talent pour lequel vous direz oui, j'ai mené une vie épanouie en réalisant mes rêves, mes projets, tout cela au travers d'une activité qui m'enrichit chaque jour. Et pour y arriver, vous n'échouez jamais, vous apprenez. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. Cette citation résume à elle seule la façon de voir une vie sans limite. Après tout, qui fixe les limites? Je veux dire, à part vous. Une fois sorti de ces croyances limitantes liées à l'éducation ou à la société, pensez-vous qu'une chose peut vous arrêter? Remémorez-vous la question du début. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai appris? Et même quel est le cadeau caché derrière cette expérience? Je me souviens très bien que ce jour où j'ai ressenti tout ça se déclencher en moi, c'était une révélation. Waouh! Je me suis dit, c'est extraordinaire. Arrivez-vous à imaginer le poids des charges émotionnelles en moins? Ressasser en soi un échec n'est pas moins une porte ouverte à la colère, la souffrance, la culpabilité, voire la rancune. Waouh, c'est envolé. Vous êtes acteur, réalisateur et responsable de votre vie. Et encore une fois, celle-ci est dirigée par les choix que vous faites. Alors, je ne sais pas vous, mais sur ce point-là, moi, j'ai choisi de me soulager de ce fardeau qui a eu son temps et c'était vraiment pesant. Pourtant, vous le savez, avant, j'étais comme vous. À compter de ce jour, vous pouvez être fier de vous, car vous êtes maintenant capable de transformer tous vos échecs en opportunités, qui elles-mêmes seront les instruments et les ingrédients de la réussite de vos projets et, pourquoi pas, de votre vie. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you've just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop